Monsieur le président de l'USH, cher Jean-Louis Dumont, mesdames et messieurs les présidents des fédérations de bailleurs, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents, administrateurs et dirigeants des bailleurs sociaux, mesdames et messieurs les locataires et leurs représentants, monsieur le président Oliver, merci pour votre accueil ici dans cette belle ville de Marseille, mesdames et messieurs. Vous avez choisi de placer ce 79e congrès à Marseille sur un thème prospectif. Demain, les HLM. J'ai pu prendre connaissance d'une partie de vos échanges depuis 3 jours. Je sais que les débats ont été studieux, très studieux, et vous l'avez rappelé, Monsieur le Président. Et je peux vous confirmer, et je souhaite vous confirmer, que je partage, ainsi que le gouvernement, une vision très largement commune du logement social. Et plus encore, du rôle que vous jouez, vous les bailleurs sociaux, pour améliorer les conditions de vie des habitants, des hommes et des femmes vivant dans notre pays. Je souhaite devant vous, de ce fait, partager un certain nombre de convictions. La première d'entre elles, c'est que je veux être très clair, je pense profondément que le modèle social en France est le bon modèle. On a entendu beaucoup de choses ici ou là, beaucoup de comparaisons faites par rapport à des pays, notamment européens, et moi je suis profondément attaché au modèle social français. D'abord, je veux rappeler l'essentiel, et vous l'avez fait, Monsieur le Président. Oui, le logement social est un acquis pour la cohésion sociale. Oui, le logement social est un acquis pour lutter contre ces fractures territoriales qui aujourd'hui minent notre pays. Et je sais particulièrement que vous êtes en première ligne face à ces fractures territoriales. Je sais également que vous êtes les fers de lance de cette mixité sociale, celle que nous appelons tous de nos voeux, celle pour lesquelles nous nous battons, celle pour lesquelles nous travaillons. Et je veux aussi être très clair sur un deuxième point. Le modèle social français, il repose sur le principe du logement aidé, mais il repose également sur un second principe qui lui aussi m'est profondément cher, c'est le principe d'universalité. Oui, le logement social doit être universel et il nous faut être les gardiens de cette universalité. Vous l'avez encore rappelé ces derniers jours pendant votre congrès. Et je crois, moi, profondément que le logement social, c'est un tremplin et que ce tremplin, on doit pouvoir l'offrir à nos concitoyens qui en ont besoin tout au long de leur vie, si cela est nécessaire. Mais cela veut dire aussi que nous avons une responsabilité collégialement. C'est de continuer à battre en brèche un certain nombre d'idées préconçues que des personnes mal informées ou connaissant pas suffisamment le logement social continuent de véhiculer. Et d'ailleurs, j'ai été profondément étonné de voir ces idées reçues circuler pendant les débats autour de cette loi logement que vous avez rappelé, Président. Oui, le logement social est un logement de qualité. Oui, le logement social fait preuve d'innovation et les prix que vous venez de remettre, les prix d'innovation que vous venez de remettre, en est un formidable témoin. Et oui, le logement social représente un acquis, tout simplement une chance pour la France. C'était, je crois d'ailleurs, le terme que vous avez pris pour l'une de vos tables rondes ces derniers jours. Et je crois, moi, d'ailleurs, que parfois, peut-être trop souvent, vous êtes les derniers services publics dans un certain nombre de nos territoires, que les gardiens d'immeubles sont parfois les derniers interlocuteurs dans un certain nombre de territoires. Et je veux tout simplement et très sincèrement vous dire qu'au nom du gouvernement, nous vous en sommes redevables et pleinement redevables. Votre mission, vous l'aurez compris, elle est à mes yeux essentielle, et je réponds en ce sens à la question que vous posiez tout à l'heure, Président. Elle est essentielle, et d'ailleurs c'est votre mission, mais je dirais même plus, c'est notre mission, en incluant les bailleurs sociaux, les élus locaux et les responsables politiques. Et quelle est cette mission ? C'est tout simplement de répondre à la demande de nos concitoyens. Et cette demande, on l'a constaté encore ces derniers jours, elle est de plus en plus importante, puisque plus de 2 millions de ménages sont aujourd'hui en attente d'un logement social. Et si d'ailleurs on élargit un tout petit peu l'horizon, j'évoquais tout à l'heure certains pays européens, qu'est-ce qu'on constate en ce moment en Allemagne et au Royaume-Uni ? On constate que ces pays sont en train de faire marche arrière, que ces pays sont en train de revenir vers le modèle social et du logement social français, vers le modèle du logement aidé.
Et moi, je pense que c'est très bien, cela met en avant qu'un certain nombre d'erreurs avaient été faites par le passé et que ce modèle, il nous faut le conforter. Alors vous pourrez me dire, ces paroles, c'est bien beau, mais quels sont les actes derrière ? Je vous prendrai un seul exemple. Pendant les débats sur la loi logement, il y a eu un certain nombre d'amendements qui ont été proposés par certaines oppositions et qui visaient à revoir le statut du logement social, qui visait plus précisément à revoir ce qu'on appelle la rémunération du capital dans les organismes sociaux. Je m'y suis opposé du premier jour au dernier jour, avec énormément d'énergie, farouchement, parce que moi je crois profondément que l'argent du logement social doit rester au logement social et que les capitaux du logement social doivent financer le logement social. Je veux aussi dire très clairement que ce modèle, il repose, et je connais votre attachement, Monsieur le Président, ainsi que l'attachement de l'ensemble de vos confrères, que ce modèle, il repose très largement sur un ancrage territorial. Cet ancrage territorial, vous nous avez entendu à de multiples reprises en parler avec Jacques Mézard, faire en sorte qu'il ne faut jamais, absolument jamais, plaquer d'en haut une politique qui s'appliquerait de la même manière partout sur le territoire. Une politique qui vise au contraire à faire en sorte que l'ingénierie locale soit renforcée, à faire en sorte que les centres des décisions doivent pouvoir être maintenus à minima à l'échelle territoriale départementale, à faire en sorte au final que l'ancrage territorial, l'expertise territoriale qui est la vôtre soit en tout point préservée dans le modèle qui est le nôtre. Alors ce modèle auquel je suis profondément attaché, auquel vous êtes viscéralement attaché, il nous faut le préserver. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas l'améliorer, et vous l'avez d'ailleurs dit vous-même, Monsieur le Président. Et donc, je voudrais, dans un deuxième temps, évoquer quelles sont les évolutions possibles s'agissant des métiers ou des missions. C'est un sujet sur lequel nous avons tant et tant discuté ces derniers mois en amont de la loi logement. Nous avons d'abord voulu, dans le cadre de la loi Élan, faire évoluer votre métier. Tout d'abord en élargissant les actions que vous pouvez conduire. C'était une demande de longue date de votre part. C'était une demande que nous avons entendue, écoutée et que nous avons mise en œuvre dans le cadre de cette loi Élan. Élan va ainsi vous permettre de développer de nouvelles compétences complémentaires à vos missions actuelles. Je prendrai quelques exemples comme le choix que certains d'entre vous avaient fait de participer à la rénovation d'un espace urbain, d'un centre ancien, de construire ou de gérer des équipements locaux ou même parfois de fournir des services d'animation sociale comme vous pouvez d'ores et déjà le faire. Et pour être sûr que cela puisse se faire avec beaucoup de simplicité, nous avons par la loi, fait en sorte qu'il ne vous soit pas nécessaire de créer des filiales pour ce faire, mais que vous puissiez le faire directement, tout simplement avec des comptabilités Didier. Et donc, in fine, qu'est-ce que cela vous apportera ? Eh bien, de pouvoir renforcer votre ancrage et votre action territoriale, chose qui est ô combien importante. Le deuxième élément que nous avons porté dans la loi vis-à-vis de vos métiers, c'est de simplifier et de vous permettre de vous donner plus de liberté dans l'acte de construction. C'était là aussi une demande de votre part, et je dirais même une demande très ancienne. Cela visait notamment le cadre réglementaire en matière de concours d'architectes, en matière de procédure de maîtrise d'ouvrages publics. C'était des débats qui avaient fait couler beaucoup d'encre, et je dois dire que nous avons passé énormément de temps avec vous, avec les parlementaires ici présents, pour faire en sorte d'évoluer ce contexte. Alors, il y a plusieurs choses que nous avons fait. Il y avait notamment le titre 2, ce fameux titre 2 de la loi MOP, la loi de maîtrise d'ouvrage public, qui vous donnait une sorte de cadre complètement figé dans votre relation entre la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et les entreprises. Demain, vous aurez la liberté de choisir quel est le meilleur mécanisme, quelle est la meilleure façon de répondre à vos besoins. De la même manière, il y avait cette question du concours d'architectes. Et je veux là rassurer nos amis architectes. En aucun cas, il s'agit d'enlever les architectes du centre des projets. Mais la question était de savoir si oui ou non il fallait maintenir l'obligation de ces concours d'architectes. Je crois que c'était une demande de longue date, là aussi, de votre part, de pouvoir évoluer sur ce sujet, et nous l'avons fait. Troisième élément, s'agissant de vos métiers, c'est la création de nouveaux outils face aux défis de demain qui sont les nôtres, ou dirais-je même des défis actuels, et vous les avez là aussi évoqués pendant ces 3 jours. Je pense aux outils concernant la rénovation énergétique des bâtiments que nous avons favorisés et développés. Et enfin, la dernière évolution concerne le regroupement. Alors, ce regroupement, c'est
un sujet d'importance stratégique, comme vous l'avez dit. C'est un sujet qui n'est pas nouveau, parce que d'ailleurs, la dynamique du regroupement, elle est déjà enclenchée depuis un très, très grand nombre d'années dans beaucoup de territoires. Mais nous avons fait un choix, nous avons fait le choix de l'inciter, de le demander. Nous avons aussi beaucoup échangé et beaucoup écouté. Et je dois, à ce titre, saluer le travail fait avec les parlementaires dans le cadre de la dernière commission mixte paritaire qui, je crois, a permis de faire évoluer favorablement le dispositif. La première chose, c'est que le seuil de regroupement a été abaissé à 12 000 logements, comme vous avez pu le voir. Le deuxième élément, c'est que ces regroupements pourront notamment se faire par l'intermédiaire d'un nouveau type de société, les SAC, qui d'ailleurs, et il faut rendre à César ce qui est à César, est un type de société qui émane directement de votre fédération. C'est vous qui avez fait le cahier des charges de ce que une telle société devait pouvoir comporter comme caractéristique. Et puis, dernier élément, il y a eu plusieurs amendements qui ont été adoptés pour mieux prendre en compte non seulement les situations territoriales, avec parfois des situations complexes, mais également pouvoir permettre au sein d'un même regroupement à chacun de parfois se prêter de l'argent, de parfois mettre en place des solidarités, comme chacun le souhaite. Et là aussi, c'était une évolution majeure du modèle que vous appeliez de vos voeux. Une politique publique, c'est bien quand on la vote, c'est très important, et nos amis parlementaires le savent bien. C'est encore mieux quand elle est appliquée sur le terrain. Et je considère, moi, que le rôle de l'État, c'est toujours d'accompagner les acteurs dans l'application de cette loi. Ce n'est pas simplement de déterminer la loi. Et je voudrais, à ce titre, très chaleureusement remercier Pierre Quercy et Marie-Dominique de Vérinas qui ont accepté de nous accompagner dans la mise en œuvre de cette politique. Sachez en tout cas que mes services, mon ministère, les entités de l'État ou afférentes, comme la Caisse des dépôts, Pierre Quercy et Marie-Dominique de Vérinas sont vraiment à vos côtés pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans ce regroupement. J'en viens à présent à la question des moyens et plus largement du modèle économique. Je ne veux bien sûr pas du tout éluder cette question. On a déjà eu l'occasion d'en parler à de nombreuses reprises depuis ce matin. Je vais être très clair. Sur le plan financier, j'ai pleinement conscience que le gouvernement a demandé aux bailleurs un effort considérable, que ce soit avec la RLS ou que ce soit avec la hausse de la TVA que vous évoquiez, Président. C'est une mesure difficile qu'on a prise avec un choix politique qui était le nôtre, c'était de maintenir le reste à charge égal à 0 pour les locataires. C'est une mesure qui a fait l'objet de beaucoup de discussions, beaucoup. C'est une mesure qui a fait l'objet de mesures d'accompagnement, ce fameux paquet de 10 milliards, des allongements de dette, des prêts de haut de bilan, des taux du livret A maintenus. Et c'est une mesure, c'est une réforme qui maintenant a plusieurs mois de retour d'expérience, comme on dit. Et je voudrais, à ce titre, après ces quelques mois de retour d'expérience, après énormément de réunions que j'ai pu faire avec beaucoup d'entre vous, tirer plusieurs conclusions. La première conclusion, c'est qu'effectivement, nous devons utiliser pleinement les mesures d'accompagnement, mais que ces mesures d'accompagnement, elles ne sont pas toujours suffisantes. Et donc, il y a un véritable travail dans lequel je m'engage avec vous, à vos côtés, de voir comment on peut les faire évoluer. Le deuxième élément, c'est que vous avez besoin de visibilité. Essentiellement, la politique du logement, elle est fondée sur de la visibilité. Et j'ai entendu, j'ai conscience que l'année 2020 est pour vous un véritable casse-tête, une véritable crainte, et que cette visibilité vis-à-vis de 2020, vous ne l'avez pas suffisamment. Alors, dans ce contexte, je m'engage sur 3 points. Le premier point, je l'ai déjà dit, c'est de continuer à travailler avec vous pour améliorer les mécanismes financiers. Je crois que toutes celles et ceux qui me connaissent ont conscience de ma détermination vis-à-vis de ces mécanismes financiers, de toute l'énergie que j'ai pu déployer ces derniers mois pour les améliorer. Il y a encore du chemin que nous pouvons parcourir ensemble. Le deuxième élément sur lequel je m'engage, très clairement, dès à présent, c'est que la contribution additionnelle de la CG2LS soit limitée aux seuls besoins des bailleurs. Concrètement, cela veut dire que nous allons répondre positivement à la demande que vous aviez formulée il y a déjà plusieurs mois et qu'à ce titre, la CG2LS ne prélèvera pas d'enveloppe supplémentaire de 100 millions d'euros en 2018 au titre de la péréquation, je vous le confirme. Et que pour 2019, la CG2LS, elle aura un rôle d'accompagnement des restructurations.
Elle aura un rôle de soutien aux bailleurs en difficulté, mais elle aura, in fine, également une instruction très claire de l'État d'un prélèvement qui soit exactement conforme aux besoins et rien de plus. Enfin, et c'est un point sur lequel vous insistiez, Président, et comme convenu avec vous, dirais-je, je m'engage à ce qu'un point de revoyure, comme on dit, j'aime pas trop ce terme, mais qu'un point de revoyure sur la situation soit fait d'ici la fin de l'année ou tout début de l'année 2019. Ce point de revoyure, il visera à déterminer les voies et moyens d'atteindre les efforts demandés en 2020, mais de déterminer quelles sont les meilleures voies et moyens pour ce faire, en faisant un diagnostic sans concession des mécanismes qui ont fonctionné ou des mécanismes qui n'ont pas fonctionné, en ayant toujours cette volonté de trouver les moyens de réduire les charges de gestion pour les secteurs ou de réduire également les conséquences d'un certain nombre de dispositions d'ores et déjà existantes. Je pense notamment à l'impact de la RLS sur les locataires non APLisés, sujet sur lequel vous nous avez ô combien alerté ces derniers mois. Il y a ensuite la question des ventes. Alors sur les ventes, j'ai entendu à peu près tout et son contraire. Et je voudrais vraiment profiter de cette tribune pour vous donner la vision extrêmement claire et précise du gouvernement sur le sujet. Moi, cela ne vous aura pas échappé. Je suis convaincu que les ventes sont pertinentes, mais dans certains cas. Dit autrement, je suis convaincu que les ventes, il faut donner le moyen à celles et ceux qui souhaitent le faire de pouvoir le faire, mais que sur certains territoires, ces ventes, elles ne sont pas pertinentes. Et donc, contrairement à ce que j'ai pu entendre, il n'y a aucun objectif inscrit dans une loi de finances ou quelconque autre document visant à imposer des ventes à quiconque. Et qu'au final, notre engagement, il est simple, par la loi Elan, de donner les mécanismes, les outils, de faciliter les ventes pour celles et ceux qui le souhaitent. Mais dans un deuxième temps, et c'est un engagement très ferme, nous n'imposons pas et nous n'imposerons pas des objectifs de vente aux bailleurs. Et d'ailleurs, et je voudrais là aussi souligner le travail remarquable des parlementaires. Je vois Madame la sénatrice Estrosi-Sassone et Monsieur le député Vuilletet présents parmi nous. La commission mixte paritaire a adopté un amendement très important dont nous avions beaucoup débattu, qui vise en fait à renforcer le contrôle de ces ventes, notamment dans les communes SRU, avec beaucoup plus de pouvoir donné aux maires, avec un avis conforme des maires qui désormais sera possible, mais également avec une clause de réinvestissement dans les territoires considérés, et cela est issu des travaux des parlementaires. Permettez-moi à cet instant d'aborder un point plus large qui est celui du rôle des bailleurs sociaux dans l'ensemble des politiques publiques. Moi, je crois profondément que les bailleurs sociaux, et je crois que nous l'avons démontré ces derniers mois, cher Président, que les bailleurs sociaux sont un véritable acteur de la politique publique. Et j'en veux pour preuve ces politiques publiques que nous avons portées, menées et auxquelles vous vous êtes associés. Et pour cela, je veux vraiment vous en remercier. Je pense à l'action Cœur de Ville. Depuis quand une politique publique en faveur des villes moyennes n'avait pas été mise en place? Je pense également à la rénovation urbaine, avec un effort significatif, nouveau, additionnel par rapport à ce que vous faisiez auparavant, pour contribuer à cette rénovation urbaine et permettre le doublement des financements de rénovation urbaine. Je pense également au plan initiative copropriété que nous avons lancé hier, qui est ô combien d'actualité dans la cité phocéenne et qui montre là aussi qu'il est possible, avec les bailleurs sociaux, de travailler main dans la main vis-à-vis d'une politique publique au bénéfice des plus fragiles. Et que dire du logement d'abord? Vous l'avez évoqué, Monsieur le Président. Cette politique du logement d'abord qui est compliquée à mettre en œuvre, très compliquée, mais pour lequel vous avez pris et nous avons pris des engagements de production de PLAI, et aujourd'hui, ces engagements sont tenus, et là aussi, c'est grâce à vous, et je voulais vous en remercier très sincèrement. Alors, Mesdames et Messieurs, les prochains mois verront des échéances importantes. La première échéance, c'est évidemment la mise en œuvre de la loi Elan. La loi Elan contient beaucoup de décrets d'application. J'ai pris un engagement très ferme, c'est de faire en sorte que tous ces décrets soient publiés dans les 6 mois. La loi Elan, je l'espère, et je porte un regard appuyé vis-à-vis de Madame la sénatrice, sera adoptée au Sénat la semaine prochaine.
ce qui permettra de mettre en œuvre le plus rapidement possible toutes les mesures que j'évoquais tout à l'heure. Et je voudrais d'ailleurs remercier très sincèrement à cette tribune tous les rapporteurs de ce texte, et en particulier vous, Madame la sénatrice, pour tout ce travail qui a été fait, parce que avoir une commission mixte paritaire conclusive sur un tel texte, ça n'était pas gagné d'avance, et je crois que cela a montré aussi cette méthode de co-construction qui a été la nôtre. Cet état d'esprit, Monsieur le Président, que vous appelez de vos voeux, on a appris à se connaître, vous pouvez être sûr qu'on le gardera aujourd'hui et demain. Et puis la loi Élan, elle contient des mesures importantes pour les bailleurs sociaux, mais aussi pour les locataires. Je pense par exemple au réexamen des situations afin de pouvoir proposer, et je dis bien proposer, aux locataires des logements adaptés à leur situation. Je pense également à d'autres mesures comme le bail mobilité, où nous avons écouté les demandes des associations des locataires afin que celui-ci, par exemple, ne soit pas reconductible. Mais pour conclure, je voudrais dire qu'à mes yeux, la principale des échéances à venir, elle est démocratique. Cette échéance, elle aura lieu entre le 15 novembre et le 15 décembre. Et cette échéance, c'est l'élection des représentants des locataires dans les organismes des bailleurs sociaux. Elle est essentielle parce que c'est à nouveau une expression démocratique, et l'engagé récent en politique que je suis l'a été parce que je crois profondément à ce débat démocratique. Et donc nous avons une responsabilité là aussi collégiale pour faire en sorte que ces élections soient un succès, soient connues, et que l'abstention ne soit pas aussi forte que les années passées. Et pour ce faire, d'ailleurs, moi, je prends un double engagement devant vous que j'indiquais aux associations représentant les locataires ce matin. Le premier, c'est que mon ministère va doubler les financements de communication par rapport à ce qui avait été fait il y a 4 ans. On va les doubler. Et le deuxième, c'est que le conseil d'administration de la CG2LS statuera le 31 octobre pour renforcer les financements sur l'accompagnement de ces élections, engagement que j'ai demandé au directeur général de la CG2LS ce matin. Mesdames et messieurs, je souhaite profondément d'abord vous remercier de m'avoir invité à votre 79e congrès, vous remercier de cet état d'esprit qui, vous l'avez mentionné, Monsieur le Président, nous a conduit à avoir beaucoup de débats, parfois en désaccord, mais nous avons absolument abordé tous les sujets, et je crois que cette écoute était réciproque. Je voudrais remercier tous les présidents de l'ensemble des fédérations et plus généralement tous les acteurs que vous êtes, parce que je crois profondément que votre action tournée vers le territoire, sur la construction, la rénovation et la gestion, et fait partie des missions les plus nobles qu'un État puisse faire, c'est-à-dire prendre soin de nos concitoyens. Je peux vous assurer que nous partageons cet objectif de se tourner vers l'avant, quelle que fut la difficulté de l'année écoulée, cet objectif de trouver les solutions à chaque fois appropriées, même quand cela est difficile. Je ne sais pas ce que les prochains jours me réserveront, mais en tout cas, si je suis encore avec vous l'année prochaine, je viendrai avec un immense plaisir à Paris au 80e anniversaire pour faire le point en toute transparence, avec la même sincérité, sur l'ensemble de cette politique que nous menons ensemble et pas et uniquement collectivement, parce que c'est que comme cela que nous pouvons aller très loin. Merci à tous.